La Boétie avait écrit au XVIe siècle qui s'appelle « De la servitude volontaire ». Et avec une lucidité très grande, il disait « Comment se fait-il que les peuples ne se débarrassent pas des tyrans? Ces tyrans sont très peu nombreux. C'est pas seulement la peur de leur police, de l'armée, il y a quelque chose d'autre. » Et il disait ben, c'est qu'ils ont peur de prendre les risques de la liberté. C'est qu'ils préfèrent plus ou moins accepter les conditions d'une apparente sécurité. Aujourd'hui, dans notre société, les gens se sentent complètement dépassés et surtout, on ne leur offre pas une voie en disant voilà, c'est par là qu'il faut aller pour s'en sortir. Je ne pense pas seulement de la crise, évidemment, qui a déferlé sur nous, mais des conditions de vie de plus en plus pénibles, pas seulement matériellement, avec la pression de la rentabilité, de la productivité qui pèse sur tous ceux qui travaillent dans les usines comme dans les bureaux, mais le métro, boulot, dodo, la chronométrie, un malaise profond que les gens essayent de soigner avec des somnifères, des yogis ou des psychanalystes. Ouais. Donc, si vous voulez, on sent comme ça qu'on n'est pas bien et on ne sait pas comment s'en sortir. Moi, je pense que, si vous voulez, le mot indignation signifie, disons quand même, secouez-vous. Secouez-vous quand même, ne soyez pas apathiques et endormis. Vous parlez de cette sève, une sève qui est nécessaire à la citoyenneté. Oui. Est-ce que la source est tarie aujourd'hui? Elle est passée où, cette sève qui fait de nous des désobéissants? Vous savez, cette sève, elle a été sans cesse régénérée dans notre histoire à partir de la Révolution française. Il y a eu les révolutions de 1848, il y a eu la poussée de la Troisième République, il y a eu l'affaire Dreyfus qui a montré que la vérité est plus importante que la raison d'État. Il y a eu le Front populaire, il y a eu mai 68, il y a eu la libération. Donc, oui. Cette sève, elle revient, elle se régénère aux sources, liberté, égalité, fraternité. Aujourd'hui, il faut trouver une espérance, une voie nouvelle. Si vous n'avez pas d'espérance, vous pouvez vous révolter et puis ça retombe. C'est ça la question aujourd'hui. Est-ce que la désobéissance civile peut mettre en danger la démocratie? Non, c'est une forme spontanée d'exercice des citoyens. Vous savez, ce qui met en danger la démocratie, c'est la répression et c'est l'étouffement par l'État. Ouais. De la liberté d'expression et de la liberté d'information. Oui, mais est-ce qu'on est trop obéissant? On est trop passif, on est trop léthargique et on est trop sans espérance. Voilà ce qui est le problème. Et du coup, ça nous rend moutonniers. Voilà. Est-ce que vous pensez que la désobéissance est constitutive de la citoyenneté? Il y a eu un manifeste pendant la guerre d'Algérie, signé par un grand nombre d'intellectuels, qui était le droit à la désobéissance. Parce que si vous envoyez des types les mobilisés pour réprimer une aspiration qui était d'un peuple colonisé à l'indépendance, quand arrive une décision arbitraire, injuste, cruelle, et il était bon, il faut désobéir. Donc, indignons-nous, résistons et surtout, désobéissons. Désobéissons quand il le faut, mais trouvons la voie qui nous permet de sortir de cette situation. Si nous n'avons pas de pensée, tout ça est stérile. Merci Edgar Morin. Merci à vous. Le combat continue. Merci. Musique préférée, il n'y a plus rien de Léo Ferré. Plat préféré, le gratin dauphinois. Ma musique préférée, c'est les Negro Spirituals. Mon plat préféré, c'est la tarte aux pommes. J'aime la musique classique. Et mon plat préféré, c'est les carottes. C'est bon pour le teint. Tout de suite. Si je vous dis que l'économie est un sujet sérieux, vous pouvez me croire. Mais ça peut aussi être une information légère, insolite et brève à la fois. C'est pas bien de mentir. Oui, c'est moche. Quand on n'a pas les moyens de chauffer son logement,
Il fait aussi froid dedans que dehors. Sur France Télévisions ce soir. France 2, Neuilly-sa-Mère, l'enfer du 9-2. France 3, meurtre barbare dans un camp de menhir, l'inspecteur Barnaby enquête. France 4, Big Mama 2, l'agent Turner prend son rôle de nounou très à cœur. France 5, le doc du dimanche, acheter malin, acheter européen. France O, Allo et Black, en concert dans O Live. L'aptonomie. Alors à moins de l'avoir pratiqué, c'est quand même très difficile d'imaginer cette façon de communiquer avec son bébé pendant la grossesse. Ça implique en fait à 100% le papa qui, à travers le toucher du ventre de la mère, va communiquer donc avec son bébé. Bon bah en attendant, moi je trouve que cette technique, elle marche très bien, hein, le principe des téléphones et des gobelets. Ça va là-dedans? Et alors là, je te dis tout de suite, il me dit que ce soir, vous allez passer un petit peu de temps aux toilettes. Voilà, l'aptonomie, on en parle sur le plateau des maternelles. Il faut pas que tu bouges. Daphné Burki présente les maternelles. Demain à 9h-5 sur France 5. Christian, c'est la régie. C'est clair. Top, ça y est, Christian, t'es en HD. Bonjour à tous. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien moi, Christian Cac, docteur en économie, toujours fidèle au poste pour un nouveau magazine de vulgarisation de l'économie. Je sais que certains de mes collègues présentateurs du PAF piaffent d'impatience de prendre mon job. Mais je ne suis pas encore prêt à laisser mon fauteuil à des succès d'années de moi-même. Alors, il est de mauvais poil, le Christian. Du tout. C'était juste pour que les jeunes blancs-becs comprennent que Christian est toujours dans la place. Pareil pour Brian, sauf que lui, son stage se termine bientôt. À toi, Brian, fais péter le sommaire. Je suis bouillant, faut pas me chercher. Oh, Christian, vous êtes remonté comme une pendule. Je suis sûr que vous faites drôlement bien la grande aiguille. Allez, passons plutôt aux choses sérieuses, le sommaire. Mon papa a des actions en bourse, alors des fois il est de bonne humeur et d'autres fois il fait du boudin. Alors à quoi sert la bourse? À placer de l'argent ou à énerver mon papa? Tous les mercredis, je vais au cinéma. C'est ma passion. L'autre fois, j'ai vu un petit film. Le dernier des Hongrois, du roumain Vakel Rumtov. J'ai adoré. Alors, le cinéma, plus c'est cher et plus ça marche. En tout cas, celui-là, il était pas cher. Mes copains et moi, on est abonnés à plein de trucs. Même des trucs qui servent à rien. Alors, allons-nous vers une société d'abonnement? Moi, tant que je suis abonné à ma maman, mon argent de poche, je le mets dans ma tirelire. Et vous, Christian, vous êtes du genre à le mettre à l'abri des paradis fiscaux? Bah, qui ne dit mot consent? Des pieds. Les paradis fiscaux ont-ils disparu? J'arrive pas à m'arrêter de rigoler. Bon, allez, c'est à vous, Christian. Merci mon Brian, ça ne manque pas de charme même si c'est un peu approximatif. Mais vu ce qu'on te paye, eh bien on peut pas te demander la lune mon petit bonhomme. La lune, ce n'est pas non plus ce que demandent les jeunes. Non, ils veulent seulement du boulot. Le problème, c'est que tout le monde n'en a pas du boulot. En France, il y a 2,8 millions de chômeurs, soit 10% de la population active. Et qui se retrouve en ligne de mire? Eh bien les jeunes. Alors face au chômage, vaut-il mieux être vieux? Nicolas Tambour, 15 ans, n'a pas de doute. Ce sont les jeunes qui subissent le chômage de plein fouet. Aucun de ses 9 frères et sœurs n'a décroché un emploi depuis qu'ils sont sur le marché du travail. Trop jeunes, trop immatures, trop novices, trop ceci, trop cela, bref, trop de raisons qui incitent le petit Nicolas à éviter à tout prix de passer par la case jeune de 18 ans. Pour l'aider à aller directement dans la case vieux de 40, je l'ai envoyé chez Peter Pagne, spécialiste en vieillissement prématuré. Pourquoi le chômage aime les jeunes? Non, 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 je veux pas avoir 18 ans, c'est trop la loose. Tu crois que c'est mieux d'être sénile et d'en avoir 80? 80, c'est peut-être beaucoup, mais quand on est jeune, bah nous, on nous fait pas confiance, en plus on a des boutons sur le front. Moi, par exemple, mes boutons, bah on les voit pas. C'est vrai qu'à ton âge, on n'est pas terminé. Même bardé de diplôme, on n'est pas crédible parce qu'on n'a pas d'expérience dans l'entreprise, on est tout juste bon à faire des stages, pas payés. Vous iriez, vous, à ma place? Même pas en rêve. Malheureusement, petit Nicolas, les chiffres te donnent raison. C'est comme tes cheveux gras, tu ne peux rien y faire. En 2011, 23% des jeunes actifs entre 15 et 24 ans étaient au chômage. Le chômage des jeunes est en France l'un des plus élevés en Europe. Un jeune sur 4, sans travail, oh, je suis trop vénère. Te vénère pas. C'est pas un jeune sur 4, c'est un jeune actif sur 4. En fait, c'est très simple. On ne compte pas les lycéens, bien évidemment, ni les étudiants qui représentent la moitié des jeunes de France. Oh, les bolos! Pas question de subir ça. Tout à l'heure, en sortant de chez vous, je veux avoir 40 ans. Je saute la case ado, c'est pas plus mal. Prends du ventre, perds tes cheveux et je te passe directement à la case 60 ans. Comme ça, tu seras dispensé de chercher un emploi. T'as quel âge, toi? 39 ans et 30 ans d'expérience chez EADS.
Je veux être vieux, je veux être vieux. Mais ferme-la. Être vieux, c'est pas toujours une bonne affaire. Les plus de 50 ans sont les plus touchés par le chômage de longue durée, tu comprends? Et il faut une maîtrise de lieu commun pour dire ça? Jeune ou vieux, tout le monde peut être touché par le chômage. C'est la maladie de nos pays industriels depuis les années 80. Ah, je me souviens, la belle époque. Les 30 glorieuses et leurs 3% de chômeurs. Donc les barbus avec leurs pattes d'EF et leurs chemises pelle à tarte et trouver du boulot, c'est dingue. C'est dans les années 90 que le taux de chômage a explosé. Après une baisse dans les années 2000, on est à nouveau autour de 10%. Ah, je me demande plutôt si c'est pas mieux de retourner vivre dans les années 70. Merci pour le patchouli. Les jeunes de cette époque étaient indépendants plus tôt, quoi. C'est vrai que l'âge où on part de chez papa-maman augmente, et c'est proportionnel au taux de chômage. Je me tape mes parents encore combien de temps, moi, alors? C'est pas demain la veille que je vais devenir propriétaire, hein. En attendant, les jeunes les plus touchés par le chômage restent ceux qui n'ont pas de diplôme. Alors pour l'instant, va faire tes devoirs, tête de bulot. Oh, le coup de vieux, vous venez de me mettre. Bref, les jeunes et les vieux face à l'emploi ont quand même un point commun. En période de crise, plus ils sont nombreux à être au chômage, plus ils restent longtemps au chômage. Quand on parle de chômage, on ne peut pas oublier les femmes. Huguette ANPE, célèbre chercheuse à l'association Une meuf un job, souhaiterait s'exprimer à ce sujet. Christian, enfin un point où les hommes et les femmes sont égaux. Face au chôme du, c'est kiff-kiff bourricot. En 2010, je vous le rappelle, la France a un taux de chômage presque équilibré entre les deux sexes. Les femmes sont plus exposées au temps partiel et aux contrats précaires, mais la crise a touché en priorité les secteurs masculins, le bâtiment et l'industrie. Alors allez les gars, encore un petit effort et j'enlève ma casserole de sur la tête. Oh, des efforts, j'en fais tous les jours avec Madame Cat. C'est vrai que tout à l'heure, je n'en ai pas fait, j'ai été un petit peu virulent, mais je voudrais m'excuser. C'est sans doute le yaourt de ce matin qui m'est resté sur l'estomac. Oh, c'est du passé, Christian. Allez, t'as trop de pression sur les épaules. Ça n'excuse pas tout. C'est cette lettre d'un téléspectateur qui réclame du sang neuf dans l'émission qui m'a mise en rogne. Je t'en foutrais du sang neuf, moi. Allez, balance la rubrique courrier des téléspectateurs, ça va te calmer. Allez, tout de suite le courrier des téléspectateurs. Je suis vraiment à cran. Bonjour, rien à voir avec le visuel. Vos courriers sont critiques et virulents, c'est normal, ils sont anonymes. Première lettre très courte d'un homme qui nous écrit « Votre émission d'économie m'intéresse pas, et d'ailleurs je vous regarde pas. En échange, me regardez pas non plus. On fera en sorte, cher ami, une deuxième lettre aussi étonnante d'une personne alcoolique. Pourquoi un vieux qui présente cette émission? Est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir une présentatrice en maillot de bain une pièce? Alors ça, c'est une question de budget. Enfin, dernière lettre, mais là, je la lirai pas, elle est pleine de noms d'oiseaux qui pourraient réveiller le CSA. Merci à tous et continuez à écrire. J'adore ouvrir les enveloppes, ça m'occupe. C'est à cause de missives de ce niveau que je me mets en pétard pour un rien. On enchaîne et pas avec du sujet en carton. La bourse, on en entend parler à longueur de journée, mais ça veut pas dire qu'on sait ce que c'est pour autant. Alors la bourse ou la vie? Pour monsieur et madame tout le monde, la bourse permet aux actionnaires de s'en mettre plein les poches sans rien faire. Mais la bourse, ça ne sert pas qu'à ça. La bourse peut être utile. Mais comment? C'est l'histoire d'un groupe de jeunes, habillés 60s. Ils ont en commun investi dans le business du sport en entrant dans le capital des Fennecardi, une grosse équipe de baseball cotée en bourse. Même s'ils sont pleins de bonne volonté, la bourse, c'est un peu la loterie. Acheter, vendre, placer, ce sont des verbes, mais c'est aussi la spécialité de mon ami Helmut Cotation, prix Nobel de boursologie. À quoi sert la bourse? Bien, qui veut commencer? Oui, Camille? Juste comme ça, pour le kiff de savoir. La bourse, c'est un truc qui existe depuis longtemps? La première bourse française a vu le jour à Lyon, en 1462. Ah, et c'était le palais Brognard qui abritait la bourse à Paris? Pas Bro. Ça s'écrit Bron, mais ça se dit Bro. Brognard, c'est le nom de l'architecte. Et quand on dit que la bourse finance les entreprises, c'est quoi votre position? Ma position, elle est simple, c'est assis sur le bureau. Ouais, c'est bon, c'est assis sur le bureau, ouais. Merci Norbert. Ouais. Rémi, la raison d'être de la bourse, c'est de financer les entreprises. Ah ouais? Elle leur permet de lever des fonds pour pouvoir se développer en faisant de gros investissements ou en rachetant d'autres entreprises. Ah ouais? C'est tout l'intérêt de la bourse. Elle t'apporte des liquidités, c'est-à-dire de l'argent disponible rapidement, dont tu fais ce que tu veux, voilà. Ah ouais? Il est dans le capital avec vous, lui? Oui, il a été très généreux. En fait, quand les entreprises vont à la bourse, elles cherchent de l'argent. Mais oui, mais qui n'en cherche pas? Moi, je cherche mon chien, il devrait être au bout de la laisse, normalement. C'est pour ça qu'elles vendent des morceaux d'elles-mêmes. Exactement, c'est ce que l'on appelle des actions, qu'elles échangent contre de l'argent frais. En achetant des actions des Fennecardi, vous devenez tous copropriétaires. Copropriétaire génial, on pourrait tous vivre. À l'intérieur des Fennecs, oui, très drôle. Mais elle gagne quoi, l'entreprise, à avoir des copropriétaires? De l'argent, en tout cas beaucoup moins cher qu'en allant faire un prêt bancaire ou en allant voir des investisseurs privés. Et en plus, tu restes indépendant. On fait ce qu'on veut de notre blé, j'ai acheté un miroir grossissant, ma femme. Oh, t'es belle quand t'es grosse.
Donc, si notre affaire marche, on pourra faire de grosses opérations, style racheter une équipe de baseball concurrente. Ou investir dans un autre secteur d'activité. Ouais, le vin, le parquet ou les lentilles de contact. Ok, je sors du capital. Aujourd'hui, où se font les transactions boursières? Tout est dématérialisé depuis fin 80. Les traders bossent derrière un bureau, sur leurs ordinateurs. Une bière, une action, un sandwich, une cotation. Alors la bourse n'est plus uniquement française? Non. Notre bon palais, Brognard, bien, est devenu un musée, laissant la place à un opérateur privé de taille mondiale qui gère les cotations. À Paris, la bourse s'appelle Nice Euronext. C'est la même qu'à Amsterdam, Bruxelles et New York. ça vous dirait d'entrer dans le capital des Fenegardi? Oh ouais, comme ça on vous aurait comme colocataire. Vous dormez en haut sur les lits superposés? Voilà une belle bande d'investisseurs qui fait plaisir à voir. Attention quand même au retour sur investissement. Méfions-nous des actionnaires qui, pour gagner plus d'argent, ont tendance à presser les entreprises comme des citrons. Valériane Fouinard, actionnaire d'un ranch à Vitry-sur-Chausson, voudrait s'exprimer à ce sujet. Valériane? Bien sûr que c'est dangereux. C'est même la dérive première du système boursier. En imposant des exigences de rentabilité à l'entreprise, elles deviennent des cash-machines à court terme. Et à long terme, pour garder le rythme, c'est la valse des licenciements. On pressurise les salariés en faisant la chasse aux coûts. Allez, Gilbert, demi-tour, j'ai trop mal aux fesses sans la selle. Moi, j'investis dans mon public et je peux vous assurer qu'il y a du retour sur investissement. Alors, sans Christian, pas d'annonceur. Sans annonceur, pas d'argent. Et sans argent, pas de Christian. Christian va laisser la place aux souteneurs de cette émission. On enlève ses coudes de la table, réclame pour tout le monde. Il aime quand c'est boueux. Ah bon? Il aime être attaché. C'est vrai? Et surtout, il aime qu'on lui grimpe dessus. Mais de qui parlez-vous? Mais du vélo, bien sûr. Le vélo, c'est beau. C'était un message de la Confédération nationale des fabricants de casquettes de vélo à usage publicitaire. Et moi, j'ai un vélo électrique, mais je ne m'en sers que dans mon salon, parce que je n'ai pas de rallonge pour l'extérieur. Le sujet qui suit nous emmène aussi à l'extérieur pour en mettre plein les mirettes, puisqu'il s'agit de cinéma. Quand j'étais jeune, j'allais au cinéma en plein air, le drive-in, draguer les gonzesses en allant voir des grosses productions très chères, qu'en mettait plein la vue et qui pouvaient rapporter gros. Mais aujourd'hui, est-ce qu'un film doit coûter encore plus pour rapporter plus? Marilyn Poisson, ancienne égérie du cinéma d'auteur du Liechtenstein, veut se lancer dans la réalisation de films grand public, des blockbusters, pour gagner beaucoup d'argent. Mon ami Klaus Protocol, pilote de kart spécialiste en marketing, a tenté de la canaliser. Cinéma, quand c'est cher, ça marche. Comment il s'appelle déjà le gros film que tu veux réaliser? Godzilla revient par la ligne D du RER parce qu'il n'a pas pu prendre le bus à la Défense. Et tu vises quel public exactement? Le public des moyens de transport, des gens de 1,90 m environ. Ah d'accord, le grand public. C'est quoi ton budget présentement? No limites. Je me suis associé avec un riche homme d'affaires kazakh. On va faire péter tous les compteurs. C'est vrai que plus le budget d'un film est gros, plus on a les moyens et plus on peut espérer des recettes énormes. Les gros bousins qu'on distribue sur plusieurs milliers de copies qui inondent le marché. C'est ça que je veux. Le genre de recette qui peut faire ses preuves. Spider-Man 3 a coûté un poumon et un rein à son producteur. Environ 220 millions de budget global, puis environ 120 millions de dollars en publicité et marketing, à quoi j'ajoute les salaires des stars, environ 30 millions de dollars. On taquine les 400 millions de dollars de dépenses pour ce même film. Au final, les recettes mondiales représentaient 890 millions de dollars. Hein? Ça vaut le coup de dépenser du pognon. Je vais faire un film qu'avec des effets spéciaux en 3D, sans histoire, avec de la grosse vedette, plus cher qu'Avatar. Tu vois, Jeannot, j'ai mis un objectif de caméra plus gros. On va faire un film plus gros qu'Avatar. Pas mieux, hein, j'ai dit juste plus gros. Pirates des Caraïbes a coûté, lui, plus cher qu'Avatar. Ça race! Mais Avatar est le film qui a rapporté le plus d'argent, plus de 2 milliards de dollars. Génial! Donc tu confirmes, si je dépense beaucoup, alors mon film va cartonner et moi je vais me faire des omoplates en or. Ce n'est pas une recette miracle. Si le public est pas au rendez-vous, tu prends le bouillon. Les dépenses sont tellement colossales que ça peut couler le studio qui le produit. Tu veux me décourager, c'est ça? Écoute-moi bien, en 1995, Waterworld, réalisé par Kevin Costner, n'a rapporté que 88 millions de dollars, alors qu'il en avait coûté 175 millions. Le film a coulé et la carrière du réalisateur avec. Les gars, on est mal, hein. Kevin Costner veut faire la suite de Waterworld. Ah ouais, génial! Ouais, ça va s'appeler Waterbed, c'est l'histoire d'un lit avec de l'eau. L'important, c'est la rentabilité d'un projet. Si tu veux produire du gros lourd, lance-toi dans la série. Ah non, je veux pas faire de téloche. Je parle de séries de films de cinéma. Superman, Pirates des Caraïbes, Harry Potter, des héros que le public connaît bien.
C'est la parade trouvée par les studios pour minimiser les risques. Miser sur des franchises. Sa mère! Et si je veux produire un gros film en France, je fais quoi, moi? Tu rachètes les franchises Astérix ou La Vérité si je mens et tu produis les prochains. Et si je produisais plutôt Bienvenue chez les Ch'tis 2, ce film qui a fait 20 millions d'entrées, à qui je m'adresse? À Danny Boone. Ah, Danny Boone, ils sont forts, ces ricains. Le cinéma, c'est surtout une affaire de professionnels qui jouent gros à chaque coup. C'est mon filleul Balthazar Lafrange, critique de cinéma gastronomique, qui en parle le mieux. C'est pas parce qu'on produit cher un film que c'est rentable. Quand le spectateur veut pas, il veut pas. Le cinéma d'horreur coûte que dalle et peut rapporter gros, lui. Paranormal Activity a coûté 15 000 $ et en a rapporté 150 millions. Faites un film d'horreur sur un présentateur météo aveugle qui se prend la foudre en pleine tronche, puis qui voit des zombies partout, hein? Prenez un caméscope et Laurent Cabrol comme acteur. Ça peut déchirer. Merci Balthazar. J'ai l'impression d'entendre les cahiers du cinéma en français. Quelquefois, la liberté d'expression a ses limites. Chez nous, comme chez les surfeurs de l'extrême, c'est nos limites. Tout de suite, le Visiomail. Oh, ma femme, elle me fait un de ces cinémas. Le matin, l'après-midi, le soir. Bon, c'est pas un blockbuster, ma femme. Ça serait plutôt du cinéma d'auteur. 1,52 m à tout casser. J'ai tourné avec Francis Freud... Avec Farid... Bordel. Enfin bon, j'étais dans le Parrain 2, je faisais un croupier. J'ai réalisé une comédie dramatique. C'est l'histoire d'une huître chaude qui tombe amoureuse d'un camping-car. Et là, je cherche un distributeur. Ou une autre histoire. Enfin des gens qui parlent pour ne rien dire ouvertement et sans complexe. Si vous avez une vieille casserole ou un lampadaire au gaz dont vous souhaitez vous séparer, vous pouvez le faire dans cette émission à la rubrique Bonnes Affaires. Regardez plutôt. Bonjour, ma sœur m'a offert la biographie de Karl Marx en bande dessinée. Je me suis servi des pages pour allumer mon feu, mais il me reste la couverture cartonnée si ça intéresse quelqu'un. Je l'ai mise en vente sur eBay. Oui, alors je cherche des bas de contentieux. Attention, j'ai dit de contentieux, pas de contention. Mon nom c'est Gérald, je suis choriste à la cathédrale de Chartres. Je vends des faux ongles. Comme j'arrive pas à les enlever, du coup je les vends avec les doigts. Vernis bien sûr. Ah oui, je cherche aussi des bas de compte en Suisse pour un copain qui vient de faire une belle plus-value en vendant un gros poumon. Ah, les belles affaires. Contactez-nous si vous en avez à faire partager. Personnellement, je suis abonné aux Bonnes Affaires. Transition toute trouvée pour le sujet qui va suivre. La vie moderne est une succession d'engagements plus ou moins réussis, mais il y a un engagement qui ne nous rate pas, lui, c'est l'abonnement qu'on paye chaque mois pour tout un tas de services plus ou moins utiles, qu'on appelle aussi des dépenses préengagées, s'ajoutant les unes aux autres et qui finissent par peser sur notre budget. Barnabé Chaloup, ultra consommateur, adore dépenser son argent. Il a beaucoup d'abonnements pour son téléphone, sa carte orange, l'électricité, les journaux, Internet, la voiture des enfants. Mais ses dépenses préengagées ne lui laissent que 7 € en début de mois pour se nourrir. Pour s'en sortir, il est allé voir Arnold de Gibraltar, grand mage et escroc en abonnement. Une sommité. Sommes-nous abonnés aux abonnements? Barnabé, hier j'étais au concert des Bébés Brunes, je suis décalqué. Vous allez pouvoir m'aider quand même. Après ma sieste flash. Ah, bonjour, comment t'appelles-tu? Barnabé. Ah oui, on s'est vu il y a 15 secondes. Oui. Alors, pour tes problèmes d'abonnement, je te propose de t'abonner à mes services pour 50 € par mois. Ah bah non, moi je veux me désabonner, je m'en sors plus. Oh, c'est marrant. Pourtant, ça marche bien, ces abonnements. Les consommateurs sont contents. In fine, 30% de leurs dépenses mensuelles sont des abonnements. Eh, regarde Patrice, je me suis abonné chez le boucher, il m'envoie ma langue de bœuf direct à la maison. Et au début, j'étais content, mais maintenant, je suis très énervé de voir la tronche de mon pouvoir d'achat. Ça fait longtemps que les entreprises utilisent ce système. Ça a commencé sous l'homme de Néandertal qui faisait livrer son mammouth tous les matins devant sa grotte. Ah bon? Toi, t'es pas bien irrigué. Hein. Non, en réalité, ça a commencé avec un journal britannique dans les années 60. Alors c'est tout récent. Bien. À partir du moment où les paiements ont pu se faire par virement ou prélèvement bancaire, ça a facilité le système de vente. Moi, je veux bien avoir quelques abonnements comme l'électricité, le téléphone ou ma carte de transport. Mais je veux pas être pénalisé et payer plus cher si j'achète au coup par coup des trucs sans être abonné. Mais tu peux t'abonner à des tas de choses batte de batte, comme la salle de sport, le cinéma, l'opéra, les musées, le théâtre. Oui, c'est devenu une grosse technique de ces sagouins du marketing. C'est génial, non? Aujourd'hui, tu peux même t'abonner et te faire livrer régulièrement ton rasoir, tes chaussettes et même tes lentilles de contact. C'est dingue. Et si j'ai envie de rester barbu pieds nus? Tu veux pas faire de la peine aux petits gars du marketing? Ici le marketing, abonnez-vous ou on saute de l'avion sans nos slips, mais avec un parachute. Mais quel intérêt? T'as plus besoin de penser à acheter, la marque le fait pour toi. Et pour elle, l'intérêt c'est primo de s'assurer des revenus réguliers, secondo de se constituer un bon gros fichier client avec les infos clés sur toi, et tertio te proposer des trucs que t'aurais pas eu l'idée d'acheter avant. Rassurez-moi, ces boîtes vont pas aller refourguer les infos sur moi à d'autres boîtes. Bah si, tout s'achète. Toi aussi, t'es devenu une marchandise.
Je veux me redésabonner. Bah, je te souhaite bien du courage. À ton avis, pourquoi ils te proposent toujours plus de nouveautés dans l'abonnement? Ben, parce qu'ils veulent me faire plaisir. Non, parce qu'ils aiment bien ton pognon. L'abonnement n'a pas que des désagréments. Par exemple, le premier du mois, pour mon titre de transport, je ne fais plus la queue. J'y gagne en simplicité. Mais les abus sont fréquents, c'est leur verre de la facilité. Colchic dans les prés, prothésiste dentaire, abonné au Cari, a néanmoins un bémol à faire passer. Ok les enfants, s'abonner c'est pratique. On gagne du temps, on pense à autre chose, mais c'est un engrenage. Le loup, c'est la reconduction tacite du contrat chaque année. Quand on veut se désabonner et qu'on s'y prend trop tard, bah on galère pour résilier. Et vas-y que le service client répond quand il veut, que la hotline te balade. Bah il y en a qui ont essayé de se désabonner, les pauvres. Bah on les a jamais revus, hein. Oui, mais vrai, hein. Merci Colchic. On est des gogos, mais le pire, c'est que je crois qu'on aime ça. En théorie, cette émission part d'un bon sentiment. En pratique, elle est un carrefour incontournable d'idées et de théories. Ce n'est pas le professeur Bildé qui va me contredire. Je lui laisse la parole. Salut les prix Nobel. Cette nuit, je me suis réveillé en sueur parce que j'ai un pyjama en laine. Mais c'est pas ce que je voulais dire. J'ai eu une vision pour redonner un coup de fouet à l'économie européenne en difficulté. J'ai une théorie bien débile. Pour sortir de la morosité, tous les 5 ans, il faudrait se faire une bonne guerre entre nous. Comme ça, on pèterait tout, ça relancerait l'immobilier. Faudrait tout reconstruire. Les usines de canons et de chars d'assaut embaucheraient tous les chômeurs pour produire en masse et il n'y aurait plus de chômage. Et l'industrie du bois exotique et les pompes funèbres feraient du chiffre avec les cercueils. Voilà. C'est sûr, une guerre mondiale européenne, tous les 5 ans, ça ferait pas mal de monde en moins, et au bout de 3 guerres, il n'y aurait plus personne en Europe, ni pour se battre, ni pour consommer. Alors, donc, oubliez ce que je viens de dire, c'est encore une connerie. Voilà, désolé. En ce moment, je prépare une thèse sur le papier alu, je dors 15 minutes par nuit. Merci, professeur Bildé, c'est toujours agréable d'écouter un génie. À présent, j'ai envie de parler spiritualité, de parler de paradis, mais pas du paradis tant espéré par nos amis croyants. Non, des paradis fiscaux. Après 2008, les paradis fiscaux ont été accusés d'être l'une des causes de la crise financière. Cachés sous les palmiers de l'argent propre qu'on ne veut pas déclarer ou de l'argent sale qu'on ne veut pas montrer, ça énerve les grandes puissances. Les paradis fiscaux sont-ils en voie de disparition? Jacques-André Couledouce ne supporte ni le froid du matin, ni les hurlements de ses enfants. Allez, tu dégages. Ni le montant exorbitant de ses impôts. Jacques-André Couledouce n'aspire qu'à une chose, du repos pour lui et son argent. William Goelet, spécialiste en dessous de table et patron de l'agence de voyage Fysky Paradise, allait lui trouver une destination de rêve. Les paradis fiscaux ont-ils disparu? Vous n'avez pas été suivi. J'ai changé 8 fois de taxi, mais j'ai lu votre brochure. J'étais au bord de l'orgasme en voyant toutes ces destinations magnifiques avec une fiscalité aussi attrayante. Les paradis fiscaux, ce sont de petits pays qui ont développé leur secteur financier comme d'autres se sont spécialisés dans l'exportation des bananes. Ah, et on peut y déposer son patrimoine pour pas payer de frais de succession? Oui, mais les entreprises aussi peuvent y localiser leurs sièges sociaux pour ne pas déclarer leurs bénéfices. Et c'est également très pratique pour blanchir l'argent de la drogue. C'est pour le docteur Coq. Ah non, le docteur Cac. Vous comptez emmener du liquide? Oui. Et pour votre destination, vous avez fiscalement fait un choix? J'aime surtout le soleil. Regardez cette liste sur la semelle de mes chaussures pour plus de discrétion. Ah bon? Il y a des listes d'attente? Non, c'est une liste de pays. Les pays offshore ne sont plus ce qu'ils étaient. C'est bien simple. Il n'y a même plus de liste noire puisque le Costa Rica, les Philippines, l'Uruguay et la Malaisie ont rejoint ceux de la liste grise. Celle des paradis fiscaux qui ont commencé à faire des efforts. Tous les autres, ce sont les bons élèves, c'est-à-dire la liste blanche. La France, elle est dans le blanc? Oui, et dans le rouge à Bordeaux. Pardonnez-moi. En attendant, ces paradis fiscaux, c'est un manque à gagner pour la France de 10 milliards d'euros d'impôts par an. Quand même, avec mon liquide, j'ai plutôt intérêt à la jouer discret. Surtout depuis qu'ils ont resserré la vis sur les flux de capitaux, oui. Qui c'est qui m'a resserré la vis de mon flux de capitaux? Du coup, je suis obligé de serrer mon flux. Je vais réfléchir à ma destination de paradis fiscal et on se reparle demain, d'accord? Salut William, rassurez-vous, personne m'a suivi. Mais j'ai fait mon choix. Ah bon, tout à fait. Je veux du blanc. Je pars en Suisse. Bon choix. En plus, la Suisse, elle mise surtout sur les grosses fortunes qui ne veulent pas payer d'impôts. La cerise sur le gâteau, c'est que la Suisse vient de négocier le maintien de son secret bancaire avec le Royaume-Uni et l'Allemagne. Elle reverse ainsi un impôt prélevé sur les revenus des exilés fiscaux. Et en échange, personne ne demandera plus d'où vient l'argent. Je vous laisse le secret bancaire si vous écrivez merguez sur une feuille. Ok, je vous le laisse. Et ça leur rapporte combien au Royaume-Uni et à l'Allemagne? Entre 1 et 2 milliards chaque année. Et la France veut pas s'y mettre? Non, elle y réfléchit.
Elle pourrait en espérer pourtant 800 millions et autant à titre de rattrapage. Ben qu'elle arrête de réfléchir. Merci, messieurs. William, je ne vous félicite pas. Et vous, Jacques-André, videz vos chaussures avant de les mettre. Toujours est-il que moi, je ne serais pas rassuré de laisser mon argent à des inconnus. Ils pourraient me le barboter, et voir le fruit de mon dur labeur disparaître, ça me ferait mal au... D'ailleurs, une voix voudrait s'exprimer à ce sujet. Ici, la voix. La clé du paradis fiscal, c'est le secret, certes, mais aussi la stabilité politique. Pour séduire ses clients, le paradis fiscal doit montrer patte blanche et garantir qu'il ne va pas mettre la clé sous la porte après avoir récolté vos deniers. Dans ce genre d'affaires, c'est la bonne ou la mauvaise réputation qui fait la différence. C'est tout, pour le moment. Avec moi, pas d'erreur. Je suis le vrai Christian Cac. Eux aussi, ce sont les vrais. Et quand ils ne sont pas là, c'est le paradis. Mais quand ils sont là, c'est l'enfer parce qu'on ne sait pas encore quelle ânerie ils vont bien pouvoir faire. Vous savez de qui je veux parler? Mais des Eric, bien évidemment. Dis donc, Zolo, il pourrait pas nous mettre en début d'émission les baltringues? Pourquoi? On est bien, là. On serait un peu la locomotive du programme, on choperait la ménagère au callback, on ferait décoller l'audience. Sauf qu'en début d'émission, on pourrait pas la débriefer. Ah, parce que tu débriefes. Ah oui, je parle de ce que j'ai vu dans l'émission. Tu devrais surtout parler de ce que tu vois pas. À toi, par exemple, ce matin, je t'ai pas vu à la conférence de rédaction. Normal, j'étais chez l'ORL pour me faire coudre les oreilles. Ah bon? T'es malade? D'entendre tes conneries, oui. Merci Zolo, merci Lemur. On perd très vite le fil de ce que vous dites. Et c'est pas plus mal. Si vous étiez vendu à l'entracte, vous seriez des esquimaux à rien. Voilà. Je crois qu'économiquement, on s'est tout dit. J'ai rempli mon contrat et en tout cas, moi j'ai la conscience tranquille. C'est pas le cas de tout le monde. Oh mon Christian, t'en as encore gros sur la patate ou quoi? Non, je suis juste un peu vexé. Je trouve qu'en tant que présentateur vedette, la moindre des choses, c'est qu'on fasse un peu attention à moi de temps en temps. Oh, ce n'est pas encore cette histoire de lettre anonyme qui te tracasse quand même. Non, simplement c'était mon anniversaire la semaine dernière, et bien sûr, personne n'y a pensé, à part Agathe, la maquilleuse. Oh la boulette! Bon alors les gars, allez, tous avec moi, on y va. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Christian! C'est bon, merci, c'est gentil. Et ça te fait quel âge maintenant, vieux chameau? 26, 27, 28, enfin, qu'importe l'âge, tant qu'on a la santé. Bien, il est l'heure de retourner jouer aux billes avec vos pilules. Rendez-vous à bientôt pour une nouvelle thérapie économique du docteur Cac en 3 lettres. Comme c'est assez clair. Bonsoir. La drogue est planquée dans du terreau congelé. Naples. Brigade anti-narcotique. 9 policiers. Dernière nouvelle, il bouge. Un ennemi tentaculaire, la mafia. Je suis convaincu qu'on peut vaincre la Camorra. Suivez pas à pas le quotidien de cette incroyable bande d'incorruptibles. Moi, je pense que ça finira jamais. La Brigade, un document inédit dans Le Monde en face de Carole Gessler, mardi à 20h35 sur France 5. Cette récente et merveilleuse nation, le Bangladesh, compte le triple de la population de la France pour le quart de sa superficie, recouverte à 80% par les eaux en période de mousson. Dhaka est une Venise misérable, parcourue de canaux en tous sens et ouverte sur l'océan. Il me semblait frappé au coin du bon sens de choisir de vivre ici à bord d'un bateau. En naviguant, mon regard avait été attiré par de charmantes petites embarcations. Ce sont des gypsies, m'indiqua avec dédain mon interprète en me conseillant de passer mon chemin. Je ne sais pas ce que signifie exactement gypsy ici, mais ça ressemblait bien à ce qualificatif décidément international pour désigner les parias. Mes parents étaient très pauvres et donc je n'ai pas pu faire d'études. Je me souviens que pour gagner leur vie, mon père et ma mère pêchaient les huîtres dans les rivières pour en extraire les perles.
Aujourd'hui, on a à peine de quoi se nourrir. Les autorités ont détruit notre maison. On ne fait rien d'autre que trimer pour survivre. Nous ne sommes pas les seuls à avoir été expulsés. On est tous devenus nomades. On n'a plus d'endroit à nous. Le jour où on a détruit nos maisons, c'était au moment de la saison des pluies. Ils ont détruit nos maisons au bulldozer. Nous n'avons rien pu sauver du mobilier. Pendant environ un mois, nous avons connu la pire des situations. On n'avait pas d'argent, on ne pouvait rien faire. Il y a un mois, on a pu emprunter 7000 takas. C'est une aide gouvernementale du Bangladesh. Mais petit à petit, on a tout grignoté. Il ne nous restait plus rien. Est-ce qu'on peut vivre comme ça? Non, vraiment, ce n'est pas humain de vivre comme ça. Finalement, on a pu avoir ce bateau, on a ramassé des choses ici et là, et on essaie de recommencer notre vie. Avant aujourd'hui, je ne vous avais jamais vu. Je ne vous connaissais pas. Et puis, vous êtes venu chez moi, parler avec moi. Cela a créé entre nous comme une relation de frères et sœurs. Ce lien qui s'est établi entre nous, c'est aussi une forme d'amour. « 1936. Le combat pour l'égalité va bientôt se muer en combat pour la liberté. Dès la rentrée scolaire, tu iras en Suisse, en pension. Vous pourrez pas toujours m'obliger. Monsieur le sous-préfet, j'ai l'honneur de vous demander la main de votre fille. Je comprends pas que ton mari accepte ça. Tu conduis, tu sors toute seule. Votre place n'est pas à la fabrique. Mon frère est trop faible avec vous. Alors le petit héritier, c'est pour quand? On peut parler d'autre chose? De soie et de cendre, le destin d'une jeune femme éprise de liberté, première partie demain à 20h35 sur France 5. Ne manquez pas votre magazine cinéma avec Groupama. Bonjour, cette semaine dans les salles, La mer à boire, comédie dramatique de Jacques Maillot avec Daniel Auteuil, Maud Villers et Alain Beguel. Mis au pied du mur par la banque, un patron de chantier naval va mettre tout en œuvre pour sauver son entreprise. À condition à laquelle nous sommes disposés à vous soutenir et que vous procédiez à une restructuration. Le bâtiment vous coûte une fortune et je ne parle pas de la masse salariale. En gros, vous voulez que je mette la moitié de mon personnel à la porte? Mais je peux pas faire ça, c'est impossible. Vous trompez, vous pouvez. C'est même la seule chose à faire. Elle me rapporte que dalle, ta boîte. Bazar de là. Je suis pas d'accord, plutôt crever. Les affaires continuent. Pour Pierret, on est prêt à vendre nos actions. Ma proposition tient toujours. Je suis prêt à vous racheter vos parts. On n'est pas à vendre. Vous êtes vraiment une belle bande de salauds. Vous pouvez refaire les additions dans tous les sens. On ne pourra pas payer la prochaine échéance de l'emprunt pour l'atelier. Si vous ne trouvez pas une solution, moi je vous fais la peau. Sécurité rapprochée, film d'action de Daniel Espinosa avec Denzel Washington, Ryan Reynolds et Vera Farmiga. C'était l'un des plus brillants agents de la CIA que nous ayons eu. Jusqu'à ce qu'il pète un câble. Il est responsable de la mort de nombreux agents. Cet homme n'entrerait pas dans un consulat américain sans avoir une bonne raison. Il paraît qu'un créneau s'est ouvert. Un créneau et 37 postulants. Comment je pourrais acquérir de l'expérience si je passe mes journées entre quatre murs? Ici Weston. On a une réservation de dernière minute. Oh merde. C'est Tobin Frost. Coupez toutes les caméras de surveillance de cette pièce. C'est légal? Go, 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 go! Souviens-toi, règle numéro 1, t'es responsable de ton invité. C'est moi ton invité.
là pour moi, mais ils me veulent vivant. Toi, ils vont te tuer. Je vous arrête. Je veux que tu m'arrêtes. Cheval de guerre, drame de Steven Spielberg avec Jeremy Irvine, Peter Mullan et Emily Watson. Que se passe-t-il? Ils ont trouvé un cheval qui errait dans le No Man's Land. Quel genre de...